Aujourd'hui, nous allons remonter le temps, vers une France où le mot gaspillage alimentaire n'existait pas, parce que chaque miette comptait, où l'on mangeait pour tenir debout, pas pour se vanter. Nous n'évoquerons pas simplement des plats, mais l'astuce, la douleur, la tendresse cachée dans les cuisines enfumées. Et vous, avez-vous déjà mangé ce que d'autres auraient jeté? Ce n'était pas ce pain que l'on attrape à la hâte, en laissant des miettes sur le manteau. Ce pain-là ne se mâchait pas à la volée. On ne le tranchait pas négligemment. On le soulevait avec le respect d'un poids de fonte. On le posait sur la planche et on le découpait lentement, finement, avec précaution. Car il était dense, lourd, noir, non pas de seigle mais de sang du vrai sang. À une époque où même les abats étaient devenus un luxe, où la viande n'existait que dans les récits de fêtes, c'était le sang, recueilli lors de l'abattage, conservé dans une bassine, mélangé à de la farine, à du vieux pain sec et à un savoir silencieux qui venait à la rescousse. Ce n'était pas un acte de cruauté, mais une manière de survivre, de nourrir, de réchauffer les ventres et de sauver la dignité. Ce pain ne sentait pas la farine, mais la vie. Il laissait sur la langue un goût métallique, âcre comme si l'on avait léché un clou rouillé, mais ce goût portait en lui quelque chose de plus grand, le respect pour le produit, pour le travail, pour une existence qu'on ne gaspille pas. Ce pain ne s'émiettait pas, il résistait, tout comme ceux qui le mangeaient. Chaque tranche murmurait. On ne choisit pas l'époque, mais on choisit de ne pas plier. En ces temps où le lait était distribué par ticket, où les œufs se cachaient comme des bijoux rares, même leurs coquilles ne se jetaient pas. Blanches, rugueuses, parfois fissurées, elles étaient séchées avec soin. Les grands-mères les broyaient lentement, patiemment, jusqu'à obtenir une poudre presque invisible du calcium pur. Car lorsque la maison ne comptait qu'un seul œuf, son blanc allait dans la pâte, le jaune dans l'omelette et la coquille directement dans la poêle. Car les os des enfants devaient être solides, même lorsque tout autour semblait fragile. Une omelette avec de la coquille, cela paraît inventé, et pourtant dans ces cuisines où l'on murmurait plus qu'on ne parlait, c'était un acte d'amour, un geste discret pour nourrir sans goût, sans forme, mais avec le cœur. Le goût était étrange, un peu crayeux, mais personne ne s'en plaignait. Car dans chaque bouchée, il n'y avait plus qu'un repas. Il y avait un effort silencieux, un amour cousu dans chaque battement de fourchette. Lorsque le soleil perçait à peine à travers les nuages gris d'après-guerre, le printemps n'arrivait pas en bouquet, mais sous forme de petites pousses brûlantes qui perçaient la terre. Les feuilles jeunes d'ortie, ramassées par des mains encore engourdies du froid, devenaient les premières vitamines, le premier goût de la vie après des mois de pain, d'eau et de prière. Personne ne se plaignait des piqûres, au contraire. L'ortie était un signe. Si elle pique, c'est qu'on est vivant. On la blanchissait, on la hachait, on la faisait bouillir dans de l'eau claire avec une poignée de sel, et parfois, si la chance souriait, avec un peu de millet ou une cuillère de farine. Parfois, un œuf y tombait un luxe qui, dans d'autres foyers, marquait un jour de fête. La soupière, couverte d'une mousse verte vive, frémissait dans les cuisines modestes, libérant un parfum de terre, de patience vivante, de force bouillie et non achetée. Dans cette marmite, il n'y avait pas qu'un potage, il y avait un printemps entier, réel, mérité, que l'on pouvait manger à la cuillère. Aujourd'hui, les têtes sont jetées sans hésitation. Autrefois, elles devenaient le centre du repas. Une tête de lapin, ce n'était pas un trophée, mais l'ultime promesse d'extraire tout ce que la vie pouvait offrir jusqu'au bout. On la faisait bouillir longuement, jusqu'à ce que les joues deviennent tendres, que les tissus se détachent d'eux-mêmes. La langue, le cerveau, les tendons, tout ce qui donnait encore un peu de force. La cuisine s'emplissait d'un parfum tenace de bouillon d'os, et ce n'était pas une simple assiette que l'on posait sur la table, mais une histoire entière. La chair refroidie était hachée, mélangée à de l'oignon,
une pincée de poivre, parfois même quelques restes de lard et prenait la forme d'un pâté rugueux, mais honnête, étalé sur une tranche de pain. Ce n'était pas un mets raffiné, c'était un acte. Manger cette tête, c'était dire non à la faim, au mépris, à l'impossible. Et si un enfant faisait la grimace, un adulte murmurait « Pas bon ne veut pas dire mauvais, ceci, c'est la vie ». Quand la marmite sur le feu était vide, et que dans le garde-manger ne restait que l'ombre de la farine et quelques croûtes dures comme des galets, la peau grasse d'un canard ou d'une volaille ne ressemblait plus à un déchet, elle devenait un ingrédient. On la passait dans l'anticachoir avec du pain sec, un oignon, quelques cristaux de sel. On formait des galettes grossières et on les jetait dans la poêle où chantait le vieux gras, noirci mais fidèle. Ce grésillement n'était pas qu'un bruit, c'était un espoir qui frémissait. Le bord croustillait, l'arôme s'élevait, collait aux rideaux, s'imprégnait dans les murs, entrait dans les souvenirs comme entre les fibres du linge. On ne racontait pas ce qu'il y avait dedans, ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était que l'assiette ne soit pas vide. Certains appelaient cela une illusion, mais pour ceux qui mangeaient, c'était une caresse. Le craquant n'était pas un luxe, c'était une preuve de tendresse chaude, inattendue mais bien réelle. Quand la betterave elle-même devenait un luxe rare, sa botte feuillue poussiéreuse, parfois mordue par les insectes, déjà fanée devenait un trésor. On la lavait dans un grand bassin d'eau glacée, on la mélangeait à une poignée de farine, une goutte de lait, et si le destin souriait, un unique œuf. Le four chauffait pour autre chose, mais à même les braises, on déposait une lourde marmite contenant cette pâte informe, presque grise. Et tout à coup, la cuisine sentait la tarte non pas celle des fêtes, mais celle qui monte du sol, celle du pain pour les siens, non pour les invités. Ce plat, on ne le montrait pas fièrement, mais chacun s'en souvenait, parce qu'il marquait une frontière délicate entre « nous n'avons rien » et « nous allons tout de même manger ensemble ». Quand il ne restait dans la maison que des miettes et de l'eau chaude, on n'appelait pas les invités, on appelait la patience. L'odeur discrète de l'oignon bouilli se mêlait à celle du pain rassis grillé, jeté dans l'eau bouillante avec la dernière pincée de sel et une cuillerée de vieux gras, gratté du fond d'un bocal. Ce n'était pas une soupe, c'était une déclaration de persistance. Mangé non par envie, mais parce qu'il le fallait. Le bouillon ne chantait pas, ne séduisait pas, il murmurait « Je suis tout ce qu'il te reste, et je ne te trahirai pas ». Parfois on ajoutait un morceau d'oignon, parfois on se taisait, regardant la vapeur s'élever du feu et dissiper tout la faim, la fatigue, la honte, et la dignité surtout, celle qui n'avait jamais quitté ses murs. Ceux qui ont mangé cette soupe de miettes savent, un repas, ce n'est pas toujours du goût, c'est de la chaleur. C'est le fait de ne pas être seul. Quand on préparait le sirop de betterave, ce qui restait au fond, cette pâte fibreuse, sèche, dénuée de douceur, devenait la base d'un biscuit qui ne fondait pas en bouche, ne sentait pas la vanille, ne se conservait pas dans des boîtes dorées. On ne le cuisinait pas pour le plaisir, mais pour que les enfants, entre deux leçons, puissent croquer quelque chose, laisser une trace rouge sur leurs doigts et surtout se souvenir. À la maison, on les attendait. Mélangés à un peu de farine, quelques grains de sucre, une pincée de sel et, si la chance le voulait, une cuillère de gras, ce résidu formait des petits cercles irréguliers qu'on enfournait lentement. L'odeur qui s'échappait n'était pas celle d'un dessert, mais elle était familière. Ces biscuits n'étaient pas bons, mais ils étaient vrais. Il disait « Avec rien, on peut nourrir. Avec des restes, on peut rassurer. » Ils n'étaient pas faits pour séduire, mais pour protéger. Et cela, c'était plus fort que n'importe quelle douceur. Ce n'était pas un dessert brillant qui appelait la cuillère avec des parfums doux. Au contraire, c'était une masse tremblante, posée dans une terrine, témoignage de ce que l'on peut tirer des os, des tendons,
des pots et de rien d'autre. On faisait mijoter des pieds de porc ou de bœuf pendant des heures, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un bouillon sombre, épais, aussi dense que la nécessité de survivre. Ensuite, on filtrait, on laissait refroidir. Parfois, on ajoutait de l'ail, une cuillère de vinaigre, de la moutarde si la chance le permettait. Et sur la table apparaissait un bloc de gelée dans lequel tremblait non seulement la matière, mais l'histoire, celle de tirer de la force du vide, du goût de l'insignifiant, de la vie du presque rien. Ce n'était pas un plat de fête, c'était un aliment pour ceux qui comprenaient. La fermeté est nécessaire non seulement aux dents, mais à l'âme. Ceux qui mangeaient cela ne craignaient plus l'avenir. À une époque où les pommes de terre étaient si précieuses qu'on n'osait pas les jeter entières dans l'eau, leur pelure devenait l'essence même du dîner, soigneusement lavée, parfois encore parsemée d'yeux que les enfants délogeaient avec leurs petits doigts. Elle rejoignait la casserole, accompagnée d'un peu d'ortie, de tiges d'ail ou d'un bouquet fatigué d'oignons si la chance était de passage. Le bouillon devenait alors vert, léger, imprégné de l'odeur de la terre mouillée, du feu de bois et de cette étrange certitude que même la misère peut être généreuse à condition de la partager. Ce n'était pas un potage nourrissant, mais chaque gorgée murmurait une promesse. La maison est encore debout, la table toujours dressée, et la faim ne nous a pas pris l'essentiel. Ce n'était pas une soupe de survie, c'était un geste de dignité, un geste qui disait « Nous avons peu, mais nous le partageons, et dans ce peu, il y a toute notre grandeur. » Lorsque le printemps pointait à peine, non pas dans les jardins, mais dans les interstices des trottoirs, le long des chemins et dans les fossés, les femmes, foulards sur la tête et paniers au bras, allaient glaner non pas ce qui était cultivé, mais ce que la terre donnait sans qu'on le lui demande. Du pissenlit, du plantain, de l'oseille, des feuilles qu'on apprend à reconnaître avec le ventre vide. On les cueillait avec soin, on les ébouillantait, on les séchait sur des torchons, puis, avec une économie de gestes, on les hachait finement, on les jetait dans un saladier avec un peu de vinaigre, une goutte d'huile, si les réserves le permettaient. Et, à ce moment-là, le repas devenait réel. Il ne s'agissait pas de saveur, mais de fierté, de savoir que la vie continue, même entre les pierres, et que ceux qui savent reconnaître dans l'herbe sauvage une assiette entière sont les mêmes qui savent faire pousser la force au milieu du rien. Quand tout le poisson avait disparu, englouti dans le repas dominical ou échangé en silence contre un peu de pain, ce qu'il restait les arêtes, les têtes, les écailles parfois devenaient non pas déchets, mais points de départ. Ces restes marins, lavés, séchés au grenier, puis broyés lentement dans un mortier usé par les années, devenaient une farine âpre, salée d'embrun, que l'on mélangeait avec un œuf, quelques miettes de pain et une goutte d'huile pour former des galettes épaisses, sombres, irrégulières. Elles grésillaient à la poêle comme un dernier écho de la mer, et dans leur craquant, il y avait à la fois le bruit du vent sur les filets et celui des enfants qui mâchaient sans poser de questions. Ce n'était pas un festin, mais c'était un dîner. Et parfois, cela suffisait pour ne pas se sentir oublié. Ce n'était pas une confiture pour les tartines dorées des goûters d'enfants riches, ni même pour sucrer le thé du soir, c'était un concentré de volonté, une tentative de sauver l'incomplet, l'inachevé, l'imparfait. Les fruits tombés trop tôt, durs, piqués, striés de taches, étaient ramassés avec soin, lavés dans l'évier en faïence, découpés sommairement, puis jetés dans une grande marmite avec un peu d'eau, et le sucre qu'on pouvait se permettre. On les faisait cuire longtemps, jusqu'à ce que leur acidité s'adoucisse sans disparaître, jusqu'à ce que leur rugosité devienne corps, épaisseur et presque tendresse. Le résultat n'était ni lisse, ni joli, mais il tenait dans les pots comme une saison qu'on aurait enfermée pour l'hiver.
Et quand on l'ouvrait, on ne retrouvait pas l'enfance, mais le courage, celui de faire de l'aigre quelque chose qui soutient. Quand la journée se terminait avec, pour tout reste, une poignée de gruau cuits dans l'eau ou un fond de lait raclé du fond de la casserole où les enfants avaient déjà vidé tout espoir de variété, les femmes puisaient dans leur dernier élan une idée. Elles mélangeaient ce qu'il restait avec du pain dur réduit en miettes, une pelure de pomme grillée dans un peu de graisse pour simuler l'odeur du sucre, et parfois, miracle, un peu de cannelle, oubliée dans un coin de placard. Cette pâte épaisse, à peine malléable, on la versait dans un moule cabossé et on la glissait dans le four encore chaud d'un autre plat. Le lendemain matin, ce gâteau lourd, craquant, sans moelleux, était découpé au couteau émoussé et glissé dans la poche des écoliers. Il ne promettait ni joie ni réconfort sucré, mais il restait là dans les mains comme un bout de maison, comme une preuve que même les restes d'hier pouvaient porter jusqu'au soir. Quand le bouillon avait tout donné, quand il ne restait dans la marmite que des os dénudés et une gelée pâle au fond, on cherchait encore ce qu'il était possible d'extraire, et c'était la moelle, cette matière tremblante, presque invisible, mais pleine d'une force discrète. On la raclait, on la mélangeait à du pain rassis trempé dans le même bouillon, on y ajoutait un oignon écrasé avec du sel, et, si les chances souriaient, un œuf pour lier. La pâte ainsi obtenue, lourde, collante mais malléable, était roulée en boulettes irrégulières, jetée dans une poêle épaisse où elle prenait une croûte presque noire. On ne les accompagnait de rien, ou d'un bol d'eau chaude aromatisée d'un brin de laurier. Elle n'était pas appétissante, ni jolie, mais elle rassasiait. Et dans chaque bouchée, il y avait la certitude qu'avec très peu, on pouvait faire beaucoup. Avec de la moelle, on nourrissait plus que le corps, on nourrissait l'idée qu'on ne laisserait rien perdre, ni nourriture, ni courage. En début de semaine, quand il ne restait plus rien dans le garde-manger sauf quelques feuilles fatiguées de choux et cette volonté invisible de ne pas céder, les femmes faisaient chauffer ce qu'il restait de gras dans un vieux faitout noirci, jetaient les morceaux grossièrement coupés, versaient un peu d'eau, parfois glissaient un os, un tendon, une ficelle de viande, oubliée dans un torchon. Et alors, lentement, quelque chose se passait. Le chou, en fondant, libérait une odeur douce, sucrée, enveloppante, qui montait du sol au plafond, s'accrochait aux rideaux, aux vêtements, aux souvenirs. Ce n'était pas un plat de fête. C'était un parfum de persévérance. Les enfants se taisaient, les adultes s'arrêtaient, parce que dans cette odeur, il y avait plus que du chou, il y avait l'idée même de foyer. Car, tant qu'une marmite mijotait, tant qu'un légume se transformait en chaleur, tant que la maison respirait par ses fenêtres embuées, rien n'était vraiment perdu. Dans ces cuisines, où chaque pelure, chaque trognon, chaque résidu comptait plus qu'un morceau de viande. Les cosses vidées, dures, presque rêches, n'étaient pas jetées. Elles étaient lavées, rassemblées, jetées dans une marmite avec de l'eau, un bout d'oignon, une pincée de sel, et parfois, comme un sourire discret du destin, un peu de lard ou une herbe séchée. On les faisait mijoter longtemps, jusqu'à ce que l'eau prenne une couleur pâle mais une signification profonde, celle de l'effort. Ce n'était pas un bouillon pour se nourrir, c'était une façon de dire « nous avons encore quelque chose à partager ». Et dans cette soupe de cosse, il n'y avait pas que des fibres, il y avait une leçon « ne rien gaspiller, ne rien mépriser », parce que même ce qui semble vide peut remplir une assiette, un ventre, un silence autour d'une table. Ce n'était pas un plat, c'était une preuve d'amour, humble et fumante. Il y avait dans ce rituel silencieux, presque solennel, une forme de reconnaissance de ce que la vie offre encore lorsqu'elle semble avoir tout repris. Les abats, récupérés dans les marmites fumantes, déposés sur une planche de bois qui avait vu d'autres gestes, étaient triés avec une concentration grave le cœur.
les poumons, la langue parfois. Chaque pièce portait en elle un fragment de nécessité. On les hachait finement, on les mélangeait avec du pain trempé dans du lait salé, un peu d'oignon revenu, une touche de poivre, et si la chance souriait un œuf, pour lier, ce pâté, sombre, compact, au goût intense et déroutant, n'était pas fait pour plaire, mais pour nourrir. Étendu sur du pain ferme. Il sentait la cuisine modeste, l'effort silencieux, le devoir accompli. Les enfants fronçaient le nez, mais les adultes restaient silencieux, car ils savaient, dans chaque bouchée, il y avait une page de l'histoire familiale faite de courage, de sacrifice, de dignité sans commentaire. Quand le repas touchait à sa fin, qu'il ne restait sur la planche que la peau flétrie et fine des aubergines utilisées pour une ratatouille ou une purée, la main de la grand-mère infaillible, précise, presque instinctive, saisissait ces restes pour en faire quelque chose de plus, coupés en lanières, saupoudrées d'un peu de farine récupérée au fond d'un bocal. Elles étaient jetées dans une vieille poêle grésillante, où elles reprenaient vie sous la forme de chips craquantes, dorées, irrégulières, mais pleines d'un arôme fumé, profond, qui emplissait la pièce comme un matin d'automne. Le linge propre suspendu, l'eau qui coule dans le seau, la chaleur encore timide du poêle. Ce n'était pas un plat, c'était un souvenir. Et dans ce craquement salé, dans ce parfum de presque rien devenu tout, il y avait un message. Tant qu'on transforme ce qu'on a, on ne manque de rien. Tous ces plats, s'ils peuvent encore porter ce nom, n'étaient pas simplement des recettes héritées ou des curiosités oubliées, mais des formes concrètes de survie, des gestes transmis non par goût mais par nécessité, où chaque pelure, chaque croûte, chaque os usé devenait un message silencieux, nous avons tenu. Ce n'était pas l'abondance, ni même la satiété qui comptait, mais la capacité à transformer le rien en quelque chose de chaud, de partagé, de porteur de sens. Chaque soupe d'épluchure, chaque croûte grillée, chaque fond de marmite parlait de l'amour, non pas celui des mots, mais celui des actes. Et si aujourd'hui ces plats font sourire ou froncer les sourcils, qu'ils rappellent à ceux qui les reconnaissent ou les découvrent que ce que nous appelons aujourd'hui pauvreté était hier une forme de noblesse. Merci d'avoir cheminé avec nous à travers ces saveurs, oubliées mais tenaces. S'il y a parmi vous des souvenirs, des goûts qui reviennent, en lisant partagez-les, laissez un mot, un signe, car tant que la mémoire vit, la table ne sera jamais vide.